bonjour. Je suis ravie d'être là avec vous, très honorée d'animer cette rencontre autour de la santé mentale, un sujet très important. Alors, c'était le sujet de cette année. Normalement, est-ce que ça l'a été autant que ça? En tout cas, je pense que c'est un sujet qui va rester très important. À l'école, dans l'éducation et bien au-delà, la santé mentale ne concerne pas que les jeunes, mais quand elle les concerne, évidemment, ça nous préoccupe tous. Donc, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qui nous arrive collectivement, qu'est-ce qui arrive à la jeunesse et aux enfants. On va parler des enfants parce que c'est pas que les ados, les questions de santé mentale, aux familles, aux enseignants, parce que eux aussi sont extrêmement concernés. On va essayer de dresser un petit peu un état des lieux, de vous dire aussi peut-être ce qu'on peut faire, parce que c'est important de chercher des solutions, et puis de voir comment on peut travailler ensemble, quel lien on peut nouer autour de ces questions pour agir mieux. Moi, je vais en poser des questions. Donc, Louise Touré, je suis au départ journaliste, productrice sur France Culture d'une émission sur l'éducation. Ça fait 16 ans. J'ai un petit peu de bouteille, on va dire ça comme ça. Et je suis très heureuse de m'adresser à ces deux invités qui ne seront pas les seuls à parler, mais je vais déjà commencer. Vous voulez bien prendre des micros, s'il vous plaît? Bon, comme ça, je me sens un peu moins seule. Merci Jean-Louis. Jean-Louis Chabernaud, pédiatre, réanimateur, praticien hospitalier honoraire. Vous êtes à la tête d'une association qui s'appelle Sparadra et vous faites plein de choses, hein, mais je ne veux pas être trop longue. C'est une association hyper intéressante. Regardez, elle est soutenue par la CASDEN. C'est une association qui s'intéresse aussi à l'éducation, à la santé. Comment les jeunes patients peuvent aussi apprendre sur leur traitement, sur comment on les soigne et sur ce que c'est que de soigner aujourd'hui. Et peut-être que pour la santé mentale, ça peut nous intéresser. Avec nous également Mouhamadou le prof, ça va? Ça va et vous? Ouais, super. Vous êtes professeur des écoles remplaçant, vous êtes un petit peu un activiste de l'éducation. Moi, je dirais ça comme ça, mais vous me direz, vous avez publié un ouvrage, Mouhamadou le prof, donc c'est facile de se rappeler du titre, chez Hachette, et je crois qu'il y a quelques exemplaires qui se baladent par là. Je vous dis tout de suite qu'il y aura un moment convivial qui suivra cette rencontre, donc on pourra continuer à parler. Pour ceux qui n'auront pas osé poser de questions, par exemple, c'est pas mal. Mais attention, Mouhamadou, il a un taxi à 20h10 et un train. Donc, si vous voulez lui parler après, il faudra se dépêcher. Et qu'on pourra visiter l'expo, les expos qui sont derrière, dont une expo sur la Lune jusqu'à 23h. Donc, c'est vraiment, si vous voulez passer toute la soirée ici, c'est votre moment. Plus sérieusement, on en vient au sujet et je m'adresse à vous, Jean-Louis Chabernaud. On parle beaucoup, je l'ai dit, de santé mentale. C'est très difficile de dresser un état des lieux. Qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce qu'il y aurait une forme d'épidémie? Le mot est très fort, mais de problèmes psychologiques, de problèmes de santé mentale, de maladie mentale. Et d'ailleurs, est-ce que c'est la même chose, avoir des problèmes psychologiques et souffrir d'une maladie mentale? Je ne pense pas. Depuis quand? Alors, on a remarqué que cette augmentation est survenue il y a à peu près une dizaine d'années, mais qu'elle a été majorée par la pandémie de Covid-18 qu'on a tous connue et qu'elle poursuit sa progression. Mais c'est quelque chose d'assez général, hein, puisque ça se produit dans d'autres pays que le nôtre en Europe, donc ce n'est pas propre à la France, c'est quelque chose qu'on a avec nos collègues des différents pays européens des échanges et ils constatent la même chose. On constate qu'il y a des troubles anxieux et des dépressions très importantes qui finissent par survenir de plus en plus souvent, puisque aujourd'hui, ça semble toucher, si on prend une catégorie de 11 à 25 ans, chez à peu près 30% de cette population. Donc ça, c'est quelque chose quand même d'assez élevé. Voilà, on n'a pas des chiffres très anciens dans ce domaine-là, mais ce qu'on constate aussi, c'est que ce qui nous arrive, c'est que ça survient sur un système de soins qui est très malade, comme vous avez pu le remarquer, avec une pénurie de professionnels de façon globale, mais pénurie des professionnels aussi de la santé mentale. À la fois, et en pédopsychiatrie, encore plus particulièrement en pédopsychiatrie. La pédopsychiatrie a d'ailleurs failli disparaître il y a 5-6 ans. On s'est battu, nous les pédiatres, au niveau du conseil professionnel de pédiatrie dont je fais partie, pour que ça persiste.
Et l'autre chose qu'on a constatée, c'est que, en plus de cette pénurie de professionnels, qui a été créée de toutes pièces par le numerus clausus, c'est une des conséquences. Et il y a aussi un problème peut-être de difficulté à être attractif pour garder nos professionnels du soin de façon globale et avoir assez de pédopsychiatres, avoir assez de psychologues, avoir des structures qui permettent de les accueillir, des CMPP ou des CMP qui sont le pivot du système. Est-ce que tout le monde voit ce que sont les CMPP, les CMP? C'est les structures publiques auxquelles on peut tout à fait s'inscrire à tout moment. Mais actuellement, ce qu'on vit dans ces structures, c'est des délais d'attente de 6 à 8 mois pour arriver à avoir une consultation, même quand on a été correctement repéré, et c'est justement le travail que font un certain nombre de psychologues aussi en milieu scolaire. Alors, de pénurie, on en a d'autres. Je m'arrête sur un point, c'est-à-dire qu'on est diagnostiqué, par exemple, mais on n'a pas de suivi. On peut être diagnostiqué, oui. On a du mal à pouvoir avoir un suivi. D'accord. C'est ça qui est difficile. Mais vous savez aussi qu'il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Donc si on passe par le médecin traitant, c'est parfois assez difficile. On manque aussi de pédiatres. Ils sont très mal répartis dans notre pays. Et donc ces structures, elles sont saturées, quelles qu'elles soient. Donc cet ensemble de problèmes se mélange. Et donc on a un problème dans un autre problème déjà existant, qui est notre système de santé, qui est en grande difficulté, qu'on essaie nous les professionnels, de montrer comme étant en difficulté, et que quand on discute sur les plateaux de télé en ce moment de la politique de santé, on voit bien que la santé mentale, c'est un sujet important, mais d'autres sujets sont tout aussi importants. Il se trouve que je suis aussi néonatologiste. Néonatologiste, ça veut dire que je me suis occupé de nouveau-nés pendant toute ma carrière, et on a aussi un très mauvais record, c'est qu'on a la mortalité infantile la plus haute d'Europe, une des plus hautes d'Europe. On est au 23e rang, on était au 5e rang il y a quelques années, il y a 10 ans. Alors on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est quand même important. Ça dit quelque chose, de la manière dont peut-être, dont sûrement, la France considère l'enfance et la jeunesse. Parce que ces taux de mortalité infantile, moi, ça fait pas très longtemps que je les connais, et j'avoue, je suis tombée de ma chaise. Ça augmente, et en plus, on est très mal placé. Ça veut dire que d'autres pays font assez facilement mieux, avec des systèmes de santé dont on ne pensait pas qu'ils étaient forcément meilleurs que les nôtres. Mohamedou, on a parlé des 11-25 ans. Vous êtes professeur des écoles, donc c'est justement les enfants avant 11 ans de l'école. Et vous êtes remplaçant, c'est pas mal d'être remplaçant, on voit des situations assez différentes. Qu'est-ce que vous observez? Mais vous n'êtes pas qu'un observateur. Comment vous analysez cette question de la santé mentale qui percute aussi les classes, les enfants déjà petits, Énorme question. J'ai envie de dire que, pour celles et ceux qui ne savent pas, effectivement, je suis remplaçant. Ce que ça veut dire, c'est que je suis amené à voyager sur un territoire donné, en l'occurrence le département du Val-de-Marne, le 94. Maintenant, c'est vrai que ce que j'observe, moi, ça fait 10 ans que je suis enseignant, et on m'a posé la question tout à l'heure, je vais répéter un peu la même chose, mais j'ai pas forcément l'impression que ça ait empiré. Mais peut-être que plutôt je suis un peu plus armé pour voir certaines choses, et que le fait que je me déplace comme ça depuis quelques années dans le département fait que je suis amené à faire des comparaisons. Donc oui, ça se présente à moi, mais effectivement, je trouve que les enfants sont un peu oubliés, et je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Lorsque je parle des enfants, c'est les enfants qui sont très très jeunes, en dessous du collège et du lycée, parce que souvent, lorsqu'on s'intéresse à ces questions-là, de santé mentale en l'occurrence, pour les personnels qui sont à l'école, on pense aux élèves qui sont plus grands. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Si on veut s'intéresser aux causes, il faut nécessairement, je pense, retourner un tout petit peu vers la source. Et la source, c'est aussi l'école élémentaire et la maternelle. Parce qu'il se passe tout un tas de choses qu'on va ensuite retrouver chez les plus grands. Dans mon cas, je ne suis pas expert, je ne suis pas pédiatre, je ne suis pas médecin, mais effectivement, je vois tout un tas de choses chez les élèves, mais pas que, malheureusement, dans les personnels éducatifs aussi. Ça peut être d'ordre individuel, ça peut parfois être par rapport aux familles, ça peut être aussi juste le système scolaire en lui-même, parce que c'est un lieu qui est violent, en fait, par lui-même. On a tendance à penser souvent que l'école est simplement, entre guillemets, un reflet de la société.
mais ça n'est pas aussi simple que ça. L'école a ses propres systèmes de violence en réalité qui font que oui. Est-ce que ça veut dire que l'école est violente pour les enfants qui vont mal? Absolument, d'après moi. Elle est plus violente pour les enfants qui vont mal. Elle est violente tout court, parce que la société est violente. L'école est dans cette société, elle a été construite dans cette société qui est violente. Donc elle est de toute façon violente. Maintenant, elle est encore plus violente envers les personnes et les enfants qui sont déjà fragilisés, qui sont déjà des réceptacles d'une certaine violence. Oui. Et pourquoi? Comment ça se traduit? C'est-à-dire que c'est cette demande d'ordre, des rapports de domination. Expliquez-moi ce que vous entendez par violence. Tout ce qu'on retrouve à l'extérieur de la société, on le trouve à l'école. Et là, je parle de tous les mots qui se terminent en isme. Sexisme, racisme, que sais-je. On le retrouve à l'école. Le souci, c'est que, d'après moi, en tout cas, beaucoup de personnels qui sont à l'école, mais c'est la formation qui est comme ça, ne sont pas éduqués sur ces questions-là. Donc on ne voit pas certaines choses. On les perd. Et donc dans une société où finalement ces choses-là s'imposent à nous, je crois que c'est logique de se dire que les publics qui sont les réceptacles de ces violences au sein de l'école sont potentiellement plus victimes encore. C'est-à-dire que lorsqu'on est un petit garçon ou une petite fille dans une société sexiste et qu'on se retrouve à l'école qui reproduit des schémas sexistes, forcément, en étant une fille, on est un peu plus fragilisé face à ces questions-là. Lorsqu'on est un enfant dit racisé, c'est un terme qu'il faut définir lui aussi, ça veut dire qu'on est perçu au travers de sa couleur de peau comme si on avait une race, même si tout le monde sait que les races biologiques n'existent pas, c'est un fait qui est sociologique, dans une société qui est, moi j'ai pas peur des mots, qui est raciste. Attention, lorsque je dis qu'elle est raciste, ça ne veut pas dire, parce qu'on a aussi tendance à schématiser très grossièrement, noir contre blanc, c'est pas ça. Le racisme, c'est plus complexe que ça. Et on peut avoir ma couleur de peau et porter des biais qui vont faire qu'on va ensuite reproduire certaines choses. Moi, dans ma pratique, je le sais qu'il m'est arrivé, malheureusement, d'avoir ces biais-là. Racistes. Voilà. Donc, dans une société qui est raciste, se retrouver avec des enfants qui sont racisés, il faut comprendre que ces enfants qui sont racisés sont encore plus exposés à ces biais-là. Il est là mon propos. Alors, revenons à la question de la santé mentale. Est-ce qu'on voit dès l'école primaire et comment ça peut s'exprimer? Alors, l'école primaire, c'est maternelle et élémentaire. Hein, et comment ça peut s'exprimer des enfants en souffrance psychique, des enfants qui auraient par exemple besoin de consulter un spécialiste de santé, sachant que les structures du secondaire, c'est-à-dire infirmière scolaire, psy, EN, sont un petit peu moins accessible, et encore ça dépend des académies, en primaire. Je vais prendre le cas le plus extrême, mais qui est un cas véridique. On peut avoir des enfants qui, dès l'âge de 5-6 ans, verbalisent des pensées suicidaires. Voilà jusqu'où on va. Et c'est pas, on se dirait, mais d'où est-ce que ça vient? Lorsqu'on écoute les parents, c'est pas quelque chose auquel les parents pensent, c'est quelque chose qui est inhérent à l'enfant, parce qu'à un moment donné, il s'est retrouvé dans une situation qui lui a fait penser qu'il valait mieux quelque part qu'il disparaisse. Donc on en est là, en fait, en termes de santé mentale, dans un système où, encore une fois, en élémentaire et en maternelle, c'est même pas une pénurie de personnel. C'est parfois ça n'existe pas, en fait. On n'a pas d'infirmiers, on n'a pas de psychologue scolaire, et je ne tire pas à boulet rouge sur ces professionnels de santé, parce que lorsqu'ils existent, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils sont surexploités. C'est-à-dire qu'un professionnel de santé dans le système éducatif, infirmier ou psychologue scolaire, il est seul pour une centaine d'enfants. Il doit voyager d'école en école, comme moi je peux le faire, mais ça n'est pas du tout la même chose. Donc en fait, on n'est pas assez outillé, et quand je dis on, c'est l'institution dont je fais partie, pour pouvoir prévenir et pour pouvoir même accueillir ce genre de paroles, sachant que, encore une fois, en élémentaire et en maternelle, souvent ces personnels ne sont même pas là. Alors, on va parler tout à l'heure avec quelqu'un du rectorat des infirmières et scolaires, mais plus dans le secondaire. Et je vous regarde, hein, Marina Pujol. Donc, on va vous faire passer le micro. Jean-Louis Chabernaud, réagissez. Puis, je rajouterai une petite question. C'est à qui en parler quand on n'a pas de référent santé, forcément? Vers qui on peut se tourner, par exemple, quand on est enseignant? Alors moi, je voulais simplement ajouter qu'effectivement, la médecine scolaire est en grande difficulté. On n'a même pas 60% des postes qui sont pourvus dans ce domaine, avec des salaires qui sont extrêmement bas et donc pas attractifs du tout. Et
Pour ce qui concerne les psychologues scolaires, c'est aussi un gros problème de nombre qui est insuffisant dans tout le pays et des conditions de travail qui sont... C'est ce que tu viens de dire, hein, sur le fait qu'elles se baladent un peu partout et que c'est difficile de faire face, même physiquement, à la demande. Donc je pense que là, il y a des choses qu'il faut vraiment réaffirmer. Et donc, j'en reviens à ma question. À qui on peut s'adresser? Qu'est-ce qu'on peut faire si on est face à un enfant qui témoigne d'idées suicidaires, par exemple, ce qui est quand même une urgence et qu'on ne devrait pas pouvoir laisser passer? Bien sûr. Ou qu'on est face à son propre enfant qui est en détresse psychologique, vers qui on se tourne une fois qu'on a dit qu'il y avait des pénuries, qu'il n'y avait pas assez de personnel? On peut se tourner, si on en a un, vers un médecin traitant. On peut se tourner vers les CMPP qui existent, mais on aura sûrement un délai pour être reçu. Mais il faut s'inscrire, parce que sinon on n'arrivera jamais à y entrer. Et que c'est des solutions qui sont des solutions un peu dégradées, mais il faut à un moment donné entrer dans le système où on puisse avoir la prise en charge par un professionnel du soin psychique. Les médecins généralistes ne sont pas forcément d'ailleurs toujours si bien formés que ça. Ça fait partie des progrès qu'il faut faire. Et très souvent d'ailleurs, ils ont tendance à donner trop de médicaments et ne donner que ça comme réponse. Alors que la réponse, elle est souvent dans le soin psychique réellement, une psychothérapie plus que dans la thérapie. On s'arrête une seconde sur ce point de la médication. Ce n'est pas la première fois que j'en entends parler. Donc, comme on n'a pas accès à des psychologues pour mener des thérapies qui seraient un petit peu approfondies, parce que quand on a pas seulement des pensées suicidaires, mais questions de santé mentale fortes, je crois que ça se soigne aussi avec des professionnels et avec de la parole. Finalement, on médicamente les jeunes, ce qui pose aussi des questions de santé un peu importantes, parce que prendre des antidépresseurs quand on est encore enfant ou encore ado, alors bien sûr, parfois le besoin est là, mais si c'est surprescrit parce qu'on manque de médecins, c'est une grande question de santé publique. Bien sûr, on a une pratique de médicaments psychotropes dans notre pays qui est très élevée, beaucoup plus que dans d'autres pays européens. Et c'est vrai que c'est souvent la première ressource qu'on utilise, alors qu'il faudrait faire appel aux soins habituels qu'on fait dans les structures où il y a des psychologues de très bonne qualité dans le pays. On n'en forme pas assez, on sait qu'on n'en forme pas encore assez, et ils sont mal répartis aussi, et ils sont peut-être aussi très mal rétribués. Moi, dans mon service, je me suis battu pour avoir des psychologues à une époque, mais les psychologues en milieu hospitalier sont très mal payés aussi également. Et donc, on a du mal parfois à pourvoir des postes parce qu'ils ne sont pas attirants. Alors, on a un certain nombre de psychologues qui sont en libéral, qui heureusement rendent de grands services. C'est une solution aussi qu'on essaie. Alors, vous avez vu qu'on a un procédé, là, Mon Psy, oui, etc., qui avait été proposé, mais qui a été très décrié par les professionnels parce que insuffisant en durée, en quantité et pas d'ailleurs très bien accepté par beaucoup de psychologues parce que pas adapté vraiment à la situation. Petit salaire, manque de considération, mais ça me rappelle quelque chose. Tiens donc. C'est fou, hein. Qu'est-ce que ça dit peut-être de la crise aussi du soin, c'est-à-dire que ceux qui prennent soin des autres ne sont pas assez considérés dans la société, Mouhamadou? On les applaudit plus, en tout cas, déjà, pour commencer. Vous applaudissez. Non, mais... Est-ce que ça fait écho aussi à la manière dont les enseignants sont considérés? Je crois. Alors, je suis seul aujourd'hui. Peut-être que dans la salle, il y a des enseignants qui prendront la parole tout à l'heure, mais j'ai l'impression, effectivement, ça fait écho à la manière dont on est traité. On est dans un pays dans lequel, malheureusement, les personnes qui prennent soin, de près ou de loin, ne sont pas assez considérées, ou en tout cas on ne prend pas assez soin d'elles. Maintenant la question c'est de savoir comment est-ce qu'on prend soin des autres lorsqu'on ne prend pas soin de soi-même ou qu'on ne prend pas soin de nous. J'ai l'impression que l'institution ne prend pas soin de nous. Après comment est-ce que l'institution peut prendre soin de nous, ça c'est une autre question. Parce que c'est facile aussi, finalement je crois, de toujours se passer la patate chaude et dire c'est pas moi, c'est l'institution. Mais l'institution c'est qui? Je crois qu'il y a des gens du rectorat. Mais oui, c'est le rectorat. Ça, la réponse elle est marrante. Si c'est vraiment une personne du rectorat, je trouve la réponse assez drôle. Parce qu'elle a dit c'est nous.
Alors que non. Non, l'institution, c'est un bloc. C'est un bloc qui est fait de nous, mais qui est fait aussi de nous. Parce que nous-mêmes, sur le terrain, en tant qu'enseignants, on applique les politiques qui viennent du rectorat. Le rectorat applique des politiques qui viennent du dessus. Et en fait, on est dans un système descendant. Mais en fait, le nous, il est de majesté. Parce que quelque part, les politiques qu'on applique sont celles qui ont été votées par un conseil qui se veut être représentatif de la société française. Finalement, dans les programmes scolaires, on est censé appliquer ce que la volonté collective nous dicte. Donc le nous, c'est pas juste le rectorat. Le nous, c'est la société. Et c'est là où la question se pose de ce qu'on veut faire en tant que société. C'est la question, je crois. Est-ce que ça dit quelque chose de la crise, pas seulement du soin, mais du lien dans la société, de la préoccupation des uns pour les autres? Et est-ce que cette question, on peut y réfléchir, la traiter, la prendre en charge via, je sais pas, des associations comme Sparadrap, des dispositifs nouveaux? Nous, on essaie d'apporter notre pierre, mais il y a beaucoup d'associations qui traitent de ce lien. Je pense qu'effectivement, il y a un sujet de fond là qu'on ouvre, et il n'est pas certain, effectivement, que le lien aujourd'hui dans notre société, dans nos sociétés, puisque ça a l'air d'être un truc un peu européen aussi et quasi mondial, soit aussi à la hauteur qu'il le faudrait. Et c'est quelque chose qui se construit. C'est extrêmement compliqué, en fait, comment se construit le lien entre l'enfant et sa mère au départ, avec beaucoup de proximité. On en connaît les mécanismes, on sait comment ça se tisse, mais sa fragilité aussi. Et nos sociétés, elles ont un peu du mal à respecter tout ça et à le maintenir. Et quand on voit la violence du monde et que peut-être la guerre est à nos portes aussi, on peut se questionner sur l'impact que ça peut avoir et sur ce lien et sur ce que nos enfants en entendent et en vivent. Je vais revenir à une question presque plus prosaïque, mais concrète. Je pense qu'il faut parler des choses concrètes. À quel moment on doit commencer à s'inquiéter et peut-être à donner l'alerte sur le comportement d'un enfant ou d'un jeune? Quels sont les signes qui nous permettent de repérer le malaise? Et peut-être on pourra en parler avec Mohamedou aussi. Ça peut être toutes sortes de choses de sa vie quotidienne et de son comportement au quotidien. C'est-à-dire que les choses changent. C'est-à-dire qu'il peut manifester plus d'inquiétude, d'anxiété, être plus sombre dans les liens habituels. Il peut évoquer une certaine fatigue et une certaine lassitude, mais carrément aussi des envies de suicide. On a vu jusqu'au maximum. Et ses résultats scolaires peuvent être aussi influés. C'est un élément souvent important. Il peut manifester une certaine tristesse, s'isoler, renoncer à des activités dans lesquelles il s'était investi et que d'un seul coup, il n'a plus envie de pratiquer. Et puis cette sensation d'anxiété qu'on peut parfois rencontrer avec ses enfants et qui doit nous alerter. Et c'est là où il faut demander conseil à des gens dont c'est le rôle. Des gens qui sont dans le domaine du soin psychique et qui connaissent bien tout. Là, j'ai égrené un peu tout ce qui pouvait se passer. Mais après, eux, avec leur pratique et leurs compétences, ils vont justement cerner si c'est peut-être le début d'un truc passager ou si c'est quelque chose qui s'installe et qui est réellement inquiétant et qui va demander des soins psychiques et peut-être parfois un traitement. Il arrive que parfois, alors j'ai dit tout à l'heure, attention les médicaments bien sûr, mais il arrive parfois que dans l'urgence, on soit contraint à en donner, mais seulement dans quelques cas, pour stopper quelque chose qui devient extrêmement dangereux. Mohamedou, sur les signes qui inquiètent, est-ce que d'ailleurs quand on est professeur, on est à même de les repérer? Est-ce qu'on a le temps? Parce que c'est compliqué, les classes sont chargées, Absolument. on a beaucoup de travail. C'est plutôt est-ce qu'on a la compétence? C'est pas parce que je vois quelque chose que je suis capable de l'interpréter. Je prends un exemple qui est un peu éloigné de cet extrême-là des pensées suicidaires, mais parfois ça arrive, c'est vrai, que les enseignants, parce que dyscalculie, dyspraxie, que sais-je, se permettent de dire ah voilà, je pense que peut-être tu devrais avoir l'orthophoniste. C'est pas à nous de le dire, par exemple. Alors que, on pourrait se dire, voilà, au bout de tant d'années de pratique, j'ai vu tant d'élèves, donc je sais que ce qui est en train de se passer là ressemble typiquement à un cas où tu devrais aller voir l'orthophoniste. Je ne suis pas un professionnel de santé. Je crois qu'il faut avoir l'humilité de se dire, je n'ai pas la compétence. Voilà.
Moi, je vois juste qu'il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à sa classe d'âge. Je vais en parler aux parents, donc mettre les parents autour de la table finalement, que ce ne soit pas un secret de polichinelle entre moi et mes collègues en salle des maîtres à un moment donné, non, que toutes les parties prenantes de l'éducation soient autour de la table. Lorsqu'il y a quelque chose qui m'interroge, j'en parle aux parents. Les parents prendront une décision. Voici ce que moi j'ai observé. Effectivement, ça fait tant de temps que ce que fait votre enfant ressemble à ce que j'ai pu voir. Peut-être que ce serait intéressant d'aller voir un professionnel parce qu'il y a des raisons d'eux, mais ce n'est pas à moi de poser le diagnostic parce que le diagnostic est une étiquette, quelque part, qui peut être salvatrice. Lorsqu'on est au courant de ce qu'on a, on peut être plus à même d'emprunter le chemin qui va nous mener à la guérison. Et en même temps, à un très jeune âge, ça nous enferme dans quelque chose. Ah, ça y est, je sais ce que je suis ou je sais ce que j'ai. Et à un moment donné, les autres aussi vont le voir et peut-être que je me complaire dedans parce que maintenant, on m'a dit que j'étais malade. Donc si je ne réussis pas, c'est parce que je sais que j'ai une maladie. Comment est-ce que je fais, moi, pour m'en sortir? Il faut être très précautionneux par rapport à ça. Et moi, je pense que de l'autre côté, parce qu'il y a les signes individuels, c'est vrai, mais il y a aussi l'éducation en amont. Et là, je parle de la formation des enseignants. Je pense que ce serait intéressant. Grand sujet. C'est ça, dans nos formations, d'investir encore plus ces champs-là qui ne le sont pas, de la prévention. En off, tout à l'heure, on parlait de l'exemple italien. Je le trouve assez parlant. Vous en parlerez mieux que moi, mais dans ce système-là, je crois, les enseignants sont aussi formés à ces questions-là, qui font que lorsqu'ils sont sur le terrain, ils ont un œil qui est peut-être un peu plus aiguisé que le nôtre. C'est intéressant de regarder ce qui se fait dans d'autres pays pour pouvoir s'en inspirer. L'éducation, pour moi, c'est pas une compétition. Si ça fonctionne bien quelque part et qu'on peut le tester, alors pourquoi pas? Même si ce sont des élèves différents, peut-être que ça peut être intéressant. C'est ça qu'il faut voir. Je crois qu'il n'y a pas que ce que j'observe dans le présent maintenant, c'est aussi ce que je fais dans le passé pour pouvoir être à même de recevoir ce qui va se passer ensuite. L'Italie étant un pays qui a bien mieux pensé l'inclusion scolaire. Donc en Italie, ce n'est pas des AESH, comme on les appelait avant, des AVS, mais des professeurs formés qui accompagnent les élèves en situation de handicap. Et de toute façon, la distance élève-enfant n'est pas du tout la même dans ce pays que chez nous, où quelque part, ce sont un peu deux personnes en une personne, enfants à l'extérieur, élèves à l'intérieur de l'école. Quid de la pression scolaire, Jean-Louis Chabernaud? C'est vrai qu'elle est très forte, mais ça vient de différents endroits, cette pression. La société fait pression, il faut qu'on réussisse, il faut qu'on ait des diplômes, il faut qu'on ait un jour un travail intéressant et bien rémunéré, etc. Il y a plein de modes de pression. On voit bien, hein, tout dépend un peu des pays, mais de façon générale, c'est un peu partout la même chose. Mais je voudrais revenir sur les parents parce que je trouve que ils ont un rôle essentiel, hein, les parents, dans tout ce qu'on vient d'évoquer. C'est énorme. C'est pas évident d'être parent, on le sait tous, hein, mais c'est un rôle énorme. C'est-à-dire que c'est souvent d'ailleurs les parents qui vont être les premiers quand même à constater quelques petites choses que j'ai égrenées tout à l'heure, qui vont leur faire dire il y a quelque chose qui ne va pas. Alors après, tout dépend de la capacité que chaque parent, père ou mère, ont avec leurs propres enfants, comme ils arrivent à savoir les écouter et leur parler et entendre ce qu'il faut entendre. Là, il y a des tas de situations individuelles différentes. Mais je pense que le rôle de parent, il est majeur. Et la complicité, moi, je parlerai de complicité avec l'enseignant, parce que des fois, on a plutôt l'inverse, hein, que les parents sont... Moi, je me souviens, parce que j'ai 4 enfants, et je suis souvent allé aux réunions de parents d'élèves, et il y avait des associations de parents d'élèves qui étaient parfois un peu dures avec les profs, et je trouvais que ce n'était pas une bonne relation. Et il vaudrait mieux que ce soit des relations un peu cordiales, et puis que finalement, on collabore dans le repérage, ou disons l'accompagnement, et puis l'épanouissement. Mais c'est pas facile. Mais il y a quelque chose qui se joue, hein, je parlais de crise du lien, mais autour de la solitude des parents, aussi parce que l'école peut être perçue comme une compétition. La compétition, c'est plus solitaire, et qu'on se sent, dans ces familles nucléaires, très, très, très responsabilisé quant à la réussite et à l'épanouissement des enfants. En fait, c'est assez bien renseigné par la sociologie. Mohamedou? Oui, j'allais dire que pour moi, ça interroge notre rapport sociétal, encore une fois, au nous, parce qu'on vit dans une société qui est finalement très individualiste, à tel point que les personnes âgées
sont pas ou très peu tolérés dans l'espace public finalement. Voilà, on les met en maison de retraite, mais c'est notre système économique qui veut ça aussi, parce que finalement on est enfant, on grandit avec nos parents, et puis à un moment donné, c'est les aspirations sociétales qui sont comme ça, on est censé voler de nos propres ailes. Pour voler de nos propres ailes, ça signifie sortir du domicile familial, donc avoir son propre espace qui est éloigné de celui des parents, et ensuite il faut travailler, et à un moment donné on sait très bien que de la même manière que nos parents se sont occupés de nous, eh bien on va devoir essayer de s'occuper d'eux, mais on est trop pris dans notre vie à essayer de la construire, à trouver un travail, une stabilité. Donc en fait, ce n'est pas nous qui nous occupons de nos parents, ce sont d'autres personnes qui s'occupent de nos propres parents. C'est fou. Et en fait, ce rapport-là, j'ai l'impression qu'on le retrouve aussi vis-à-vis des enfants. Aujourd'hui, il existe des espaces où, en début d'année, dans le 94 où j'étais, une école Montessori, certes, donc c'est la compétition par rapport à nous, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé, a dû fermer parce que dans la cour de récréation, eh bien, des enfants faisaient a priori trop de bruit pour le voisinage. Voisinage composé de personnes âgées. C'est rigolo. Donc en fait, on a les deux entités qui se font la guerre, et au milieu, nous qui sommes là, et on ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc en fait, pour moi, il y a un rapport, il y a quelque chose qui nous interroge sur la société. En fait, comment est-ce qu'on veut faire société ensemble dans un cadre où on est de plus en plus poussé à l'individualisme? Qui est peut-être pas très bon pour la santé mentale. Il y a un livre tout récent du sociologue Alain Ehrenberg qui s'appelle L'enfant à problème, que je vous conseille. Bon, j'ai fait une émission, vous pouvez écouter aussi le podcast, parce que le livre est quand même un peu pour public motivé, on va dire, mais c'est extrêmement intéressant de voir comment on voit aujourd'hui les enfants qu'on considère comme à problème, et toutes ces personnes étant ultra isolées en fait. Alors, on a avec nous plein de gens de l'éducation nationale, et je voulais qu'on parle de ce qui se passe ici, par exemple, dans cette académie. Mariana Pujol, vous êtes prête? Je vais vous donner on va vous donner, merci beaucoup, un micro. Avant de parler de comment ça se passe dans cette académie, comment vous arrivez à organiser les choses, je crois que c'est bien de le raconter. Qu'est-ce que vous retenez de ce que vous avez entendu là? Comment ça résonne par rapport à votre travail, qui est un travail, vous êtes au départ infirmière scolaire, mais vous êtes aujourd'hui plus dans un poste de coordination. Donc, qu'est-ce que ça vous raconte, et qu'est-ce que ça raconte par rapport à ce que vous vivez? Alors bonsoir à tous, je suis Marina Pujol, je suis infirmière conseillère technique auprès du recteur de l'Académie de Bordeaux, et particulièrement en charge du dossier de la santé mentale des élèves, je tiens à préciser, même si je pense qu'il y a aussi fort à faire. Je vous rejoins sur la prise en charge des adultes qui accompagnent les élèves, parce que quand ils vont pas bien, les enfants vont pas bien non plus. Alors je souscris pleinement à tout ce que nos deux experts viennent de dire, notamment sur... alors, j'ai un tout petit point de divergence, c'est par rapport au fait que l'institution, c'est nous. Alors, je ne sais pas qui a parlé de l'institution, c'est nous, et je ne suis pas sûre que ce soit quelqu'un qui travaille au rectorat. Pour ma part, je travaille au rectorat. Vous ne travaillez pas au rectorat, monsieur? Je travaille au rectorat, et pour moi, l'institution, c'est nous. Mais quand je dis nous, je ne fais pas de distinction entre les gens qui sont sur le terrain et moi, à ma place, qui essaye de contribuer à ce que nos élèves aillent bien, apprennent bien et aient un avenir le plus heureux possible. Donc, pas de distinction. Pour moi, l'institution, c'est nous. Et même, j'ai envie de dire, l'institution, c'est la société qui l'a fait. Au-delà de notre institution éducation nationale, c'est chacun d'entre nous en tant qu'humain, en tant qu'individu. On a tous une marge de manœuvre, et il faut qu'on s'en saisisse, quoi. Et on a tous une responsabilité vis-à-vis des élèves qu'on a en classe, qu'on a nous en classe, mais je pense que chaque individu de la société a une responsabilité vis-à-vis de ses élèves. Ce que je voulais ajouter, c'est que je suis parfaitement d'accord avec monsieur Chabernaud sur la question de l'accompagnement des familles, de la coéducation. En fait, la communauté éducative, c'est les enseignants et les élèves, mais c'est aussi les parents. Ils sont au centre de on doit travailler main dans la main, ça ne peut pas se faire autrement, sur les questions de santé, mais sur les questions d'apprentissage aussi, j'en suis convaincue. Je vous rejoins également sur
La formation des personnels et de tous les personnels, il faut former des personnels, en tout cas sur les personnels de santé, effectivement, ne sont peut-être pas suffisamment nombreux. Je rappelle quand même que l'éducation, ça ne peut pas devenir un lieu de soins. Je pense que le rôle de l'éducation, c'est absolument de repérer et donc pour cela de former les personnels. Et nous, on met en place un énorme plan de formation sur la question de la santé mentale pour former un maximum de personnel au repérage des petits troubles qu'on ne voit pas tout le temps du premier regard. Et les élèves, parfois, ils viennent vous dire qu'ils ont envie de se suicider, mais la plupart du temps, en fait, soit ils refusent de venir à l'école, ils sont en détresse silencieuse, ou au contraire extrêmement bruyante, mais qui ne vont pas nous engager à nous dire « oh, tiens, lui, il a besoin d'aide ». Ils vont nous dire « oh non, mais lui, il perturbe le cours, il perturbe la classe, il perturbe la cour, il est violent ». Enfin, que sais-je, des manifestations plutôt violentes qu'on a du mal à contenir et qu'on a du mal à rapprocher de la question de la santé mentale. Et donc, pour moi, le rôle de l'école, il est là, il est dans le repérage, dans l'orientation, pas vraiment dans les soins, mais plutôt dans la construction des partenariats qu'on peut faire à l'extérieur pour repérer le mieux et orienter le mieux possible pour éviter de faire perdre du temps aux services de soins, au CMPP, qu'on puisse faire ce travail-là en amont. Est-ce que le rôle donc, des infirmières et psychologues scolaires, on le dit, hein, l'école, c'est un lieu d'apprentissage, de socialisation aussi, très important, hein, pas que les apprentissages scolaires, mais on est là pour aller en cours. Et ces personnels-là, ils sont aussi peut-être là pour regarder les élèves autrement. Parce qu'aujourd'hui, on parle du secondaire avec vous. Aujourd'hui, le secondaire, c'est beaucoup d'orientation, c'est beaucoup de notes, c'est beaucoup d'enjeux ultrascolaires. Donc, est-ce que ça peut être ça, le rôle des infirmières, c'est-à-dire apporter un regard sur l'élève, enfant ou ado? Alors, quand je parle d'orientation, je parlais de l'orientation vers les soins. Oui, mais moi, je vous parle bien de l'orientation scolaire qui pèse très, très lourd sur les préoccupations des familles. On est là pour ça, et vous dites le second degré, mais en tout cas, dans l'Académie de Bordeaux, on a la chance d'avoir des infirmiers de l'éducation nationale dans tous les établissements du second degré. Et pour les infirmiers qui sont affectés en collège, ils ont en charge le bassin de recrutement, les écoles du secteur. Ça veut dire que, alors bien sûr, on n'y passe pas autant de temps qu'on pourrait ou qu'on devrait, mais sur des situations où on doit travailler en partenariat. Je parle des partenariats externes, mais aussi des partenariats à l'interne. On doit pouvoir se contacter, se connaître. Et il y a une dernière chose que je voulais dire, c'est que sur la question de la santé mentale, on parle souvent de la prise en charge, des élèves qui ne vont pas bien, on omet de dire qu'il y a quand même des leviers en termes de prévention. Et je pense que l'éducation nationale, elle a sa place aussi dans ces questions de prévention, parce que on peut aider les élèves à se construire plus sereinement à l'école. Et quand on lutte contre les violences, ce que vous disiez tout à l'heure, quand on lutte contre les violences, quand on lutte contre le harcèlement, quand on lutte contre toutes les formes de discrimination, violences sexistes, sexuelles, racisme, etc., et ben en fait, on contribue à la bonne santé des élèves. Alors ça ne se voit pas comme ça, c'est difficile à mesurer, mais on sait que si on ne lutte pas, eh ben, on aggrave la santé mentale des jeunes. Et donc voilà. Et une dernière chose par rapport à la prise en charge des dyslexies, dyscalculies et tous les troubles des apprentissages, en fait, c'est une double expertise. Réellement, il y a l'expertise du pédagogue qui peut repérer des troubles et il est dans son champ de compétences complet, entier et plein. Et que là encore, je pense que le soutien des parents, et ce que vous avez dit, c'est assez formidable de dire je reçois les parents, je leur dis, je n'ai pas le droit de vous dire, enfin, je ne suis pas expert, mais j'ai repéré des petites choses. Et je pense qu'on peut aussi s'appuyer, parce que nous, on le fait à l'Éducation nationale, on essaye de s'appuyer sur les médecins traitants. Quand moi j'ai un doute, je vois bien qu'il y a un truc qui ne va pas, mais je ne sais pas dire s'il a besoin d'un orthophoniste, d'un psychomotricien, d'un ergothérapeute, que sais-je. Dans ce cas-là, on renvoie vers le médecin traitant. Mais je me suis beaucoup reconnue dans tout ce que vous avez dit et dans l'action qu'on peut porter ensemble. Parce qu'il faut être adressé par un médecin traitant aussi pour consulter ces spécialistes. On parle de prévention, Jean-Louis Chabernaud. Oui, vous voulez peut-être réagir, mais j'aimerais aussi qu'on aborde le volet prévention avec vous. Oui, tout à fait. Mais je voudrais ajouter quand même que ce n'est pas si simple, la problématique du médecin traitant, puisque 6 millions de Français n'en ont pas.
Hein, On est d'accord. C'est dans la mesure où il y en a un, si on doit orienter les parents. Bien sûr. La problématique du médecin tout court, puisqu'on connaît là aussi la question des déserts médicaux. Mais la prévention, à quoi ça pourrait ressembler? Est-ce que vous avez des idées sur la question si on parle de santé mentale des enfants et des jeunes? On a déjà des outils. La difficulté, c'est pas que, à mon avis, on n'a pas forcément à inventer quelque chose. Ce qu'il faut, c'est avoir suffisamment de surface pour que tout le monde en profite. C'est ça, à mon avis, essentiellement le problème. On vient de le dire, et vous l'avez très bien dit. Mais quand vous voyez, par exemple, qu'il y a une psychologue pour 1500 élèves en France, c'est quand même un problème. Donc c'est un problème aussi de personnel formé. On tourne en rond peut-être, mais... On peut le redire, on se dit qu'on se le redit. D'accord, toutes les 5 minutes, on le redit, c'est parce que c'est central et hyper important. C'est pas un problème d'en reparler. C'est central. Et la prévention, c'est la reconnaissance de tous ces éléments qu'on a tout à l'heure abordés et qui sont des choses parfois très simples à constater, mais dès qu'il y a un changement important, je trouve, chez l'enfant, on a parlé d'agressivité d'ailleurs, c'est important. Hein. Souvent, on traite l'agressivité comme l'agressivité, mais on ne se dit pas derrière, il y a peut-être une souffrance. Et ça, c'est des choses qu'on connaît de mieux en mieux, mais ce n'est pas toujours bien perçu et bien traité, en fait, et pas reconnu comme tel. Mais souvent, les parents, ils sont quand même... très affûtés quand même, ils voient et ils entendent et ils constatent. Et la difficulté qu'ils ont souvent, c'est d'arriver à trouver quelqu'un qui puisse leur permettre d'enclencher quelque chose de concret. C'est la difficulté. Mais les médecins traitants, s'ils en ont un, bien sûr. Mais à la seule contrainte que j'ai dit tout à l'heure sur le traitement médical, c'est quand même, faut faire attention à ne pas démarrer d'emblée un traitement de psychotrope. Parce que donner des antidépresseurs, c'est compliqué. Il faut attendre que ça agisse en plus. Ça met 3 semaines, 1 mois avant que ça marche. Et puis après, quand on veut diminuer les doses, et puis après changer la molécule, et puis après arrêter le traitement, c'est très difficile tout ça à faire. Oui, je voyais le médecin traitant comme une ressource plutôt sur l'orientation, comme disait Julie Touré. Voilà, ça va être un levier pour trouver le bon interlocuteur pour aller prendre en charge l'élève. Mais on manque de pédopsychiatres aussi, hein. Dans nos hôpitaux, comme en ville. Oui, moi, je ne vis pas à Bordeaux. Hein. Je réside dans le Lot-et-Garonne. Je peux vous dire que je connais extrêmement bien la problématique. C'est ça qui est terrible. Oui, qui est très présente dans la ruralité et qui commence à toucher les villes. Moi, j'ai été très étonnée de voir qu'on manquait énormément de médecins à l'intérieur de Paris, ce qui nous paraissait fou en tant que Parisiens, pour des questions complètement différentes, de problèmes de loyer, par exemple. Commencez à préparer vos questions. J'ai, pour Mouhamadou, un point très précis que je voulais aborder, c'est l'éducation à la vie affective et relationnelle. Donc, on ne dit pas sexuelle dans le primaire, avant le second degré. Mais pourtant, c'est intéressant, moi, je trouve, de mettre le mot sexuel. Peut-être que c'est bien aussi de dire les mots. En tout cas, pour l'instant, ça s'appelle l'EVAR. Est-ce que ça peut être un outil de prévention? Par exemple, c'est un moment où on parle de consentement, c'est un moment où on parle des relations. On parlait de lien, les relations et le lien, c'est un petit peu la même chose. Et de la vie ensemble. Ah, absolument. Absolument. Je suis désolé, la question est tellement bien posée que j'ai pas de réponse. Non, mais du coup, il faut développer parce que moi, je suis pas dans les classes avec les élèves, hein, donc c'est à vous de me dire en quoi. Oui, oui, évidemment, c'est un enseignement qui nous permet d'aborder toutes ces questions-là et de prévenir. Mieux vaut toujours prévenir que guérir. Moi, je suis friand de la prévention chez les enseignants, dans leur formation universitaire, et puis sur le terrain avec les enfants. Encore une fois, après, l'une des questions, et je crois que c'est ça qui crispe aussi les gens, c'est que par rapport au S de sexualité, est-ce qu'il faut en parler aux enfants? Et si jamais on en parle, comment est-ce qu'on en parle? Comment est-ce qu'on en parle? Parce que c'est pas parce que on retire une lettre, parce qu'il y a quelques années, le S concernait aussi la maternelle, mais je crois que c'est vraiment des considérations politiques qui ont fait que, en gros, on a voulu calmer un peu les ardeurs de certains. On a dit non, on laisse la sexualité pour les autres. Les abus commencent dans les familles
à un âge relativement jeune, vers 7-8 ans. En tout cas, pour ce qui est dit, qui est remonté par des enfants qui arrivent à verbaliser. Et donc ces enfants-là, ils sont en classe élémentaire, ils sont en CE1 ou en CE2. Donc c'est pas parce qu'on ferme les yeux et que ça disparaît. Pas du tout. Donc la question, c'est de savoir plutôt comment est-ce qu'on fait. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont racontées sur la manière dont sont menés ces enseignements et qui sont absolument fausses. C'est là où je crois qu'en tant qu'institution, nous avons un devoir de pédagogie qui d'ailleurs fait écho au devoir d'information face au public qu'on accueille pour expliquer concrètement comment ça se passe. Évidemment, les enseignements sont adaptés aux âges des enfants. On va parler de consentement, mais je ne parle pas de consentement à un élève de 3 ans comme j'en parlerai à un élève de 11 ans. Et pareil pour le collège. Mais le consentement, ça commence par « est-ce que tu veux jouer avec moi ?» Bien sûr. Bien sûr, ne serait-ce même que parfois, il y a des élèves, moi, cette semaine, ça m'est arrivé, j'étais avec des élèves de CP, et en fait, dans le rang, parce que ils avaient leurs habitudes, donc il fallait qu'ils fassent le rang, je leur dis, bah, mettez-vous en rang, du coup, et il y a une élève qui vient me voir en me disant, mais il veut pas me donner la main. Bah ouais, il a le droit. T'es pas contente, mais il a le droit. Et c'est ça le truc, c'est pas parce qu'on est les uns à côté des autres qu'on est forcément obligé d'avoir un contact non plus. Donc c'est ça aussi le consentement. S'il veut pas te donner la main, il donne pas la main, mais il respecte la règle parce qu'on est dans le rang. Et le rang, il sert à quoi? Il sert juste à avancer de la cour de récréation jusqu'à la classe finalement. C'est ça. Voilà. Donc oui, on aborde ces questions-là. Et les VAR, c'est aussi ça. Et les VAR, c'est pas juste un enseignement à un instant T. En réalité, c'est des manières de faire sur le long cours d'une année scolaire et même d'une scolarité. On sait que dans les programmes depuis 2001, parce que ça date en réalité, eh bien on est censé mener 3 heures de cet enseignement. Et il y a plein d'enseignants qui disent mais j'arrive pas à mener ces 3 heures dans l'année. Dans l'année, ce qui n'est pas énorme. Mais en réalité, lorsqu'on regarde concrètement les cas qui se posent à nous tous les jours, il y a plein de situations dans lesquelles on peut le faire. Moi, ça m'est arrivé d'être dans une cour de récréation, et c'était cette année, encore une fois, où j'ai vu un élève, en fait, il y avait un attroupement autour d'un élève. Et en fait, je fais s'écarter tout le monde, et c'était un enfant, en fait, un garçon, qui m'explique que toutes les filles voulaient qu'il aille dans les toilettes parce qu'il y avait des filles qui l'attendaient dans les toilettes, et que les filles, en l'occurrence, qui s'étaient mises autour de lui, voulaient qu'il aille faire un bisou à cette fille qui était dans les toilettes et qui l'attendait. Pas cool. Pas cool du tout. Consentement. Pas consentement. Je pose la question, est-ce que toi tu es d'accord? Il me dit non, pas du tout. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé pour que... Tout le monde a ignoré ce qu'il a dit en fait. Tout le monde a ignoré ce qu'il a dit. Tout le monde voulait le spectacle. Au-delà de l'agression que ça aurait pu être, il y a quelque chose de l'ordre du consentement. Et donc, j'ai pas besoin à ce moment-là de prendre 1 heure de cours pour dire oh, les enfants, on va en parler vendredi prochain, de 14h à 15h. On en parle maintenant. Et c'est de l'EVAR. Oui, Marina. Merci. Le lien, il est extraordinaire entre l'EVAR et la santé mentale pour moi. En fait, on actionne les mêmes leviers pour que les élèves intègrent ces notions, toutes ces notions de bien-être, de consentement, ça s'appelle les compétences psychosociales. C'est les compétences que nous avons tous et que nous pouvons tous renforcer dans le courant de notre vie et qui nous permettent de faire face aux aléas de la vie. Quelle est l'émotion que je ressens? Quelle est l'émotion que l'autre ressent? Ah tiens, il a l'air triste. Ça va commencer à développer mon empathie. Quand j'ai de l'empathie pour l'autre, je peux commencer à réfléchir à « mais pourquoi je suis en conflit avec lui? Est-ce que je ne peux pas résoudre mes conflits d'une autre manière? Est-ce que quand il m'a dit non, il m'a vraiment dit non? Est-ce que je peux entendre qu'il m'a dit non? Quand moi je dis non, est-ce qu'on va entendre que j'ai dit non? Et en fait, cette construction-là, elle est valable pour la sexualité, la construction de la relation à l'autre, avec ou sans sexualité. Elle est valable dans la question de la prévention de la santé mentale. Quand je me construis avec une estime de moi forte, une des compétences psychosociales, c'est savoir chercher de l'aide. Quand je suis en détresse, que je ne vais pas bien, que je suis triste, est-ce que je connais une personne à qui je peux aller demander de l'aide? C'est une compétence psychosociale. Et ça marche aussi pour le sommeil, les addictions, l'hygiène, toutes les thématiques de la vie, l'orientation professionnelle. En fait, quand on a assis ces compétences-là, on est fort pour être dans la vie et pour traverser les épreuves. Et du coup, le lien entre les deux, il est évident. Et c'est pour ça que j'avais envie de le mettre en valeur, ce lien. Je porte aussi les VAR et VARS dans l'académie. Bah oui, c'est un peu votre travail. L'amitié, c'est très puissant. Il faut laisser les amis ensemble dans les classes. On ne peut pas séparer tout le monde. C'est vraiment un message que je veux porter.
on a aujourd'hui une autrice qui s'intéresse à ce sujet qui s'appelle Alice Rebaud. Elle s'occupe des questions de jeunesse au monde. Elle a publié un livre pour les adultes, Nos puissantes amitiés, et un livre pour la jeunesse sur l'importance de l'amitié. Et ça nous rappelle combien ces relations nous construisent et nous portent, nous aident, évidemment, quand on a des problèmes et qu'on se sent mal. À propos de livres et peut-être même de culture populaire, aujourd'hui, la santé mentale fait partie des sujets qu'on aborde dans la pop culture, dans la littérature, dans des essais. Il y a des livres qui sont sortis qui ont rencontré beaucoup de succès, par exemple sur la bipolarité. Moi, c'est un sujet que j'ai pu croiser aussi dans ma vie. Et est-ce que vous pensez que le fait que ce soit plus présent dans nos conversations, en termes de médiatisation, ça porte un peu mieux la question dans son traitement, alors sans parler de traitement médical, mais est-ce que ça aide les gens qui sont en souffrance? Oui, je crois que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qu'on décortique un peu plus de façon précise tous ces aspects et qu'on en ait des connaissances. C'est vrai que la problématique de la santé mentale, elle a toujours été un petit peu tabou quand même, souvent, et c'est bien que ça change, mais c'est pas toujours si facile à faire que ça. Et j'ai bien aimé tout ce que vous avez dit en particulier, parce que c'est vraiment très important sur les compétences. Et je trouve que ça, beaucoup d'enseignants font beaucoup d'efforts pour que ça soit vraiment quelque chose qui se réalise, mais on a quand même pris du retard pour les aspects éducation à tout ce qui est affectif et oui, sexuel. parce que puisque justement l'État du fait des pressions en fait dû à la question de la sexualité, mais aussi à la question du genre qui a été très politisée. Il y a eu un coup d'arrêt et il a fallu que ce soit relancé en fait un peu avec Jean-Michel Blanquer, puis un peu après, pour qu'on arrive à ces nouveaux programmes, qui sont d'ailleurs fort contestés. Moi, j'ai pu faire des émissions sur la question avec l'enseignement catholique. Bon, il y a des gens que ça froisse. Pas tout l'enseignement catholique, mais il y a quand même des gens que ça froisse. J'ajoute, alors je fais un peu mon autopromo, mais je ne gagne pas d'argent avec ça, donc je vous rassure, que concernant l'EVAR, Maïlan Chapiron, qui est une autrice assez formidable et une artiste aussi qui chante, a monté un programme incroyable sur les préventions des violences sexuelles contre les enfants. Que ce programme se déploie dans des écoles parisiennes, mais que son association est vouée à grandir, que c'est pas la seule association à travailler sur la question, que c'est un outil absolument formidable. Et donc, je l'avais invité dans mon émission avec une professeure des écoles. Le podcast est formidable, donc je vous répète que ça ne me rapporte rien, mais ça donne un exemple de ce qui peut être fait à l'école. Je pense aussi pour la santé et la santé mentale des élèves, parce que ça concerne un peu tout le monde, parce que quand il y a beaucoup d'enfants qui sont victimes d'abus sexuels, il ne faut pas croire que les autres qui sont autour sont complètement épargnés. Ça crée une espèce de vibration aussi, et on voit, nous, plus particulièrement peut-être les femmes, à quel point tous ces sujets nous percutent, même quand on n'a pas été soi-même victime. On sait que nos amis, nos sœurs, mais voilà, les gens qu'on aime peuvent l'avoir été ou l'ont été, et qu'on est tous touchés. Voilà. Donc, concernant ces sujets, aujourd'hui, je pense qu'il y a un grand travail qui est mené un peu par l'école, aussi beaucoup ailleurs, et parfois ensemble. Vous vouliez réagir? Moi, j'allais dire Lolita Rivet. Parce que c'est oui, il y a un super podcast sur le droit des enfants, et ça, c'est pas chez moi, c'est chez... une nouvelle boîte de podcast dont j'ai complètement oublié le nom. Elle fait ça avec Victoire Tuaillon. C'est vraiment formidable, et ça s'appelle Qui c'est qui commande? Ouais. Non, mais c'est bien. Est-ce que vous avez des questions, des interventions, des commentaires à nous faire? Parce que moi, j'ai pas de problème à parler longtemps, mais j'aimerais bien savoir ce que ça vous évoque, et même si c'est pas des questions, que vous preniez aussi la parole, parce qu'on est ensemble pour ça. Je vois juste un bras, donc je sais pas si c'est une dame. Oui. Je voyais vraiment pas votre visage, pardon. Bonsoir. Alors moi j'ai une question. Je suis professeure en lycée professionnel et on est parti d'un constat comme quoi en effet depuis 10 ans il y a de plus en plus de problèmes de santé mentale. Mais moi j'ai une question, c'est pourquoi?
parce que vous parliez en fait de pression scolaire, on va rester là-dessus. Hein. Moi, j'ai 47 ans aujourd'hui et quand j'avais 15 ans, j'avais aussi mes parents qui étaient inquiets sur mon orientation, quel métier j'allais avoir, etc. Et tous les jours, quand je rentrais à la maison, on me demandait aussi d'avoir des bonnes notes. Et pourtant, j'avais l'impression quand même qu'on arrivait à faire face, en tout cas, à cette pression et aux grains de sable qu'on avait dans nos vies, parce que la vie, en effet, je suis d'accord avec vous, elle n'est pas évidente, mais j'avais quand même l'impression qu'on était un peu plus résistant. Aujourd'hui, on constate qu'on a de plus en plus d'élèves qui ont des gros problèmes, en effet. En particulier en lycée professionnel, je suis désolée, mais souvent, les élèves sont réorientés chez nous, et pas forcément pour les bonnes raisons, mais on a des élèves qui ont des grandes difficultés. Je suis fière, moi, aujourd'hui, de faire ce travail et d'accompagner ces élèves, mais moi, j'ai vraiment cette question. Pourquoi aujourd'hui, les enfants ont plus de problèmes de santé mentale que ce que ça a été avant? Jean-Louis Chabernaud. Alors, c'est compliqué de répondre à votre question. On a quelques pistes, on en a évoqué quelques-unes. Alors, je vais me lancer aussi dans quelque chose sur les réseaux sociaux, parce que personne n'en a parlé jusque-là. Ah bah, on n'a pas terminé. Oui, mais je sais bien qu'on va en parler. Mais je pense que c'est peut-être le moment de commencer à en parler. Parce que c'est quand même quelque chose qui a montré que c'est un facteur aggravant. Et que aussi bien la pratique que des écrans et que des réseaux sociaux, c'est pas pour rien que certains pays sont en train d'interdire vraiment, mais de façon drastique et réelle, pas comme nous. L'Australie, avant 16 ans. Voilà, avant un certain âge. Parce que j'ai pas dit que c'était la seule raison. Hein. C'est simplement que c'est un facteur aggravant qui est indiscutable. Il y a plein d'études dans beaucoup d'endroits sur la planète qui le montrent. Et nous, on le vit aussi dans notre propre pays. Donc, je pense que les racines sont extrêmement complexes. Mais je pense quand même que les 10 dernières années, là, des formes de violence diverses que personnellement, moi, je n'ai pas connues. Hein, j'ai un peu plus de 70 ans. Je pense que c'est peut-être pas tout à fait la même chose que ce que nous, on a rencontré. Et la guerre était très loin aussi quand moi, je suis né. C'était un peu justement après la Deuxième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, la guerre, elle est tout près. Et on ne parle que de ça presque tous les jours. Et on a même des généraux qui nous demandent d'accepter de perdre nos enfants. Donc il y a quand même quelque chose qui déconne. Hein, c'est important quand même. Mohamedou, vous voulez dire quelque chose? Oui, quelque chose Moi à dire. aussi, j'ai un truc à dire après. Okay. Allez-y. Parce qu'effectivement, je pense que c'est indéniable, lorsqu'on parle des réseaux sociaux, de pointer leur responsabilité relative. Vous avez dit, tu as dit, facteur aggravant, et j'aime bien le mot aggravant, parce que ça veut dire que ce n'est pas le seul facteur, et surtout, ça veut dire qu'il y a quelque chose avant. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'est qu'une déclinaison ou un prolongement de ce qui se passe dans la réalité. Maintenant, par rapport à la question, c'est pas poli ce que je vais faire, mais j'ai envie de répondre par une autre question. C'est que finalement, les générations d'avant, est-ce qu'on était vraiment plus solides ou est-ce qu'on a mieux appris à fermer nos bouches? Ouais. Mais je pense qu'on a développé des compétences, peut-être. En effet, je rejoins la collègue qui parlait de compétences psychosociales. Hein, on les travaille, mais je pense que moi, mes parents m'en ont parlé. Alors, je pense qu'il y a un problème de parentalité quand même, malgré tout. La place du parent, comment on travaille avec les parents. Nous, en lycée professionnel, on a des parents présents et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et nous, quand on était jeunes, je peux vous assurer qu'on ne fermait pas nos bouches et on était souvent dans les rues d'ailleurs pour râler. Mais on a peut-être développé des outils, quelque chose qu'en fait, aujourd'hui, on a du mal à travailler justement avec ces élèves pour leur permettre de développer des outils pour mieux survivre à des difficultés. Je suis d'accord avec vous, monsieur, en effet, il y a des choses qui sont plus compliquées peut-être que nous quand on était plus jeunes. Moi, les réseaux sociaux, l'avantage, c'est quand on m'embêtait à l'école, je rentrais et c'était terminé, je rentrais dans ma bulle. Cette bulle, elle n'est plus existante aujourd'hui. Et je suis d'accord, il faut faire quelque chose. Mais du coup, je me dis qu'il y a quand même pas mal de choses à travailler, plus que à l'école, le manque de moyens, ça on le sait, et tous les jours on nous le dit. Et malgré tout, je ne suis pas sûre que vu les ministres qu'on a, que ça va changer de suite. Donc moi j'ai besoin de réponses de suite. Comment je peux faire pour aider tous ces gamins qui ne sont pas bien? Et il va falloir qu'on arrive à trouver des solutions autres que financières et essayer de trouver au quotidien comment on peut faire. Et en effet, les réseaux, ça peut être une solution, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi. Mais pas fermer ma bouche, ça c'est sûr.
Mais peut-être vous êtes encore dans les manifs. Bon, en tout cas, concernant les réseaux sociaux, c'est dit aussi, il est dit aussi par des experts, que ça peut permettre d'avoir du lien pour des jeunes qui seraient plus isolés. Donc c'est difficile à dire. Après, ça s'attaque beaucoup au sommeil, et moi je sais, je ne suis pas médecin, mais j'ai eu la confirmation avec M. Chabernaud avant, que le sommeil, évidemment, est une condition de la santé psychique. C'est-à-dire, personne, vous, moi, tout le monde ne peut rouler sans dormir, c'est pas possible. Et le monde contemporain, voire capitaliste, s'attaque beaucoup à la nuit et au sommeil. Vous voyez, on voit des pubs maintenant pour mettre des masques. Enfin, je ne sais pas dans quel algorithme vous êtes sur vos réseaux, mais moi, je vois, comme je suis vieille, je vois beaucoup de pubs pour mettre des trucs la nuit sur son visage, des masques et tout. Ben, voilà. Donc, il faut dépenser de l'argent, moins dormir la nuit, même quand on dort, et puis maximiser son temps. Mais concernant les questions d'époque, en fait, il faut aussi voir que moi, j'ai 50 ans. Et quand j'étais jeune, c'était la chute du mur de Berlin, Nelson Mandela est sorti de prison et on vivait quand même une époque un peu optimiste. Il y avait des guerres, hein, il y avait plein de trucs horribles. Je pense que la société était méga sexiste et que tout n'allait pas du tout bien. Mais la société était plus optimiste. C'est davantage porteur pour la jeunesse. En fait, on investissait aussi davantage dans l'éducation, parce qu'il faut venir aux chiffres. Et quels sont les choix budgétaires qui sont faits en France aujourd'hui ? Eh ben, ce ne sont pas des choix en direction de la jeunesse. Ça, c'est parfaitement analysé par des économistes, particulièrement en France, parce qu'on parle du budget de l'éducation nationale. Vous savez que le budget de l'éducation nationale, ben, il y a une grande partie qui va dans la retraite des enseignants. Alors moi, je ne suis pas contre la retraite des enseignants, vous ne me ferez jamais dire un truc pareil, mais en fait, quel argent on dépense vraiment aujourd'hui en direction de la jeunesse, quel choix on fait. J'ai participé récemment à une table ronde, je vous raconte toute ma vie presque, concernant la santé des jeunes. C'était au Conseil à l'enfance, enfin c'est le Conseil à l'enfance et à la famille aux âges de la vie, mais bon bref, HCFEA, et on parlait des enfants, et un médecin a dit, est-ce qu'on n'est pas comme des espèces animales qui font le sacrifice des juvéniles dans les moments de crise, c'est-à-dire que imaginez, je sais pas, une tribu de singes qui dit, voilà, il n'y a plus rien à manger, on va abandonner les petits, et puis on va partir ailleurs pour trouver des ressources. Est-ce que il n'y a pas quelque chose autour du traitement de la jeunesse dans une société où, par ailleurs, on est en train de vous expliquer qu'il y a des endroits où vraiment on ne pourrait plus supporter les enfants, mais pas des endroits, des boîtes de nuit, genre des trains. Ça me pose des questions. Après, je ne réponds pas tout à fait aux interrogations que vous vous posez pour le lycée professionnel, où je sais que c'est difficile d'enseigner, que c'est difficile aussi pour les élèves. Attendez, on va vous donner un micro. Mais si, parce qu'en fait, je crois que c'est enregistré, c'est mieux si vous parlez dans un micro. Désolé. Hein. D'accord. Vous me comprenez ? Je ne dis pas encore de bêtises. Mais allez-y. Je pense que ce que vous disiez à l'instant, ce processus que les parents mangent leurs enfants, c'est de tout temps. Quand j'étais gosse, j'avais l'impression, je suis un peu plus vieux que monsieur. Bon, j'avais déjà l'impression que mon père n'avait qu'une envie, c'était de me bouffer tout cru. Sauf si je fermais ma gueule et que j'allais dans son sens. Pardon. Voilà. Mais c'est de tout temps que les anciens... Vous êtes né en quelle année ? En 47. Donc vous êtes un baby boomer. C'est quand même une génération qui a bénéficié d'une croissance économique certaine. J'ai vécu. C'est très porteur. Autrefois, c'était bien plus dur. Sauf que on s'en est sortis tous. Et puis, on oublie les malheurs, on oublie tout. Voilà. Je crois que c'est plutôt ça. Il n'y a qu'une solution à tous nos problèmes. Ça s'appelle l'écoute et l'amour. Le reste, c'est des fanaises. Merci pour ce message très chrétien. Oui, d'accord. Madame. Bonsoir. Moi, je voulais apporter un élément dans la question de Madame. On n'a pas parlé de la cellule familiale qui a énormément évolué. Ouais, c'est vrai. Et le rôle qu'avait la mère de famille à la maison, parce que c'était ça qui lui était dévolu, élever les enfants. Et là, elle se retrouve où
Je n'accuse pas la situation sociale, mais beaucoup de familles sont monoparentales et qu'un père tout seul avec ses enfants, il galère, il travaille, madame aussi. On ne peut pas avoir la même écoute en rentrant à la maison et disposer du même temps. Et les enfants, voilà, ils sont différents. Ils ne vivent pas le même environnement, ils sont écartelés, ils jonglent avec une famille recomposée. Et ça, c'est un élément qui n'a pas été soulevé jusqu'à présent et qui mérite quand même d'entrer dans l'analyse que l'on est en train d'essayer de faire. Je suis désolé, je vais revenir un tout petit peu en arrière, mais je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Ma question était un petit peu provocatrice tout à l'heure, je m'en excuse, mais ce que je voulais dire, ce que je voulais faire, c'était mettre un peu de nuance, parce que la réalité, je crois, est nuancée. Vous avez dit, c'est vrai, et je crois que c'est vrai, à toute époque, en fait, en réalité. Ça a toujours été dur, et jamais on ne s'est tu, je dis on, l'humanité, même si on n'est pas forcément de la même génération, je ne sais pas, parce qu'en réalité, oui, il y a toujours eu des mouvements contestataires. Moi, j'aime bien parfois faire des comparaisons pour voir un peu mieux les choses. Le racisme a toujours été là. Et pourtant, il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a eu des cas comme celui de Malik Oussekine qui a été jeté dans la Seine à une époque où pourtant il y avait des mouvements contestataires de ce racisme. Il a été battu dans un hall d'immeuble et il est mort parce qu'il a eu un problème respiratoire rue Monsieur le Prince. À Paris, il y a une plaque. Merci. Si vous voulez, on montrerait. Merci. Jeté dans la Seine, c'est arrivé aussi dans des manifestations par des militants du Front National. Merci. Pareillement pour les mouvements féministes, il y a depuis longtemps des mouvements féministes en France et pourtant, je sais pas, ça n'a pas empêché certains cas comme celui de Marie Trintignant. Voilà, c'était il y a longtemps et en même temps pas si longtemps. Je veux dire, c'est des cas qui sont symptomatiques pour dire qu'à toute époque, même si les gens ont ouvert leur bouche, ça n'a pas empêché certaines atrocités. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose en réalité. On est tenté parfois de se substituer aux enfants, aux élèves qu'on a en se disant mais puisque moi j'ai réussi, alors eux aussi doivent réussir ou peuvent réussir. Les ressources que moi j'ai pourtant ne sont pas forcément les mêmes que celles que les enfants ont qui sont en face de moi. Et c'est pas parce que je voudrais qu'ils fassent œuvre de résilience, et on fait tous œuvre de résilience à un moment donné en fait, que ça veut dire qu'il faut se priver de l'écoute qui va avec cette résilience-là. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans une époque, vous avez parlé tout à l'heure de paroles chrétiennes, je crois, j'ai envie de dire, à une époque assez bénie, où finalement, maintenant, nos oreilles sont peut-être plus ouvertes que les oreilles de nos aînés, et ça n'est pas si mal de pouvoir accueillir la parole pour ce qu'elle est, juste. Il y a un mal-être. Il y a un mal-être. Et on l'entend, c'est peut-être devenu un grand sujet de conversation sociétale. Concernant la famille, alors moi, je sais pas, j'avais 2 grands-mères qui travaillaient. Je pense que les familles sont plus isolées du fait de la famille nucléaire. Je ne sais pas si le mal-être ressenti par des enfants et des jeunes est vraiment dû au fait que les familles soient différentes. Et je répète, les femmes ont toujours travaillé. Ce qui change, c'est les rapports de domination. Et encore, on a, je pense, très besoin des grands-mères et des grands-pères. Moi, en tout cas, c'est ce qui a un peu sauvé ma vie. Donc peut-être ces liens aussi, il faudrait peut-être plus les valoriser. Et ils étaient peut-être plus valorisés par le passé. C'est là où je vous rejoins. Est-ce qu'il y a... Oui, ah ben voilà, maintenant tout le monde va intervenir. Super. Ah, pardon. Formidable. Bonsoir, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et je crois que je suis là. Je vous vois. Je crois que finalement notre société a besoin de réapprendre à faire société et à refaire du collectif. C'est peut-être ça la différence par rapport à il y a 70 ans. Après une société du tout collectif, on est devenu une société du tout individuel et il faut qu'on réapprenne à ce que l'individu soit bien dans un collectif. Je crois que c'est extrêmement important. Mais je ne voulais pas intervenir sur ce sujet. Je suis sophrothérapeute et je voulais intervenir en référence à ce maillage interprofessionnel dont vous parliez, monsieur, et sous certains aspects, les incohérences qu'on peut retrouver parfois du côté de certaines institutions autour du monde médical, du côté parfois aussi des personnes qui nous remboursent les soins de santé. Il faut savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, les mutuelles,
les agences régionales de santé qui parfois ne soutiennent pas forcément l'univers paramédical. Les actions de formation, il faut savoir qu'aujourd'hui, on soutient des formations très courtes, donc des gens très mal formés. Moi, je suis sophrothérapeute et j'ai été formée en 5 ans. Je suis psychopraticienne en sophrologie. Donc, on a les moyens, nous, de venir aider le manque de psychologues, le manque de médecins. Et on ne demande que ça, de travailler en bonne intelligence interprofessionnelle. Malheureusement, on n'est pas forcément soutenu. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, par exemple, l'ordre des sages-femmes interdit à une sage-femme de partager sa salle d'attente avec une sophrologue. Pourtant, on aurait des compétences à partager. Mais c'est dans les règles. Et je pense que c'est à nous, citoyens, aujourd'hui, de dire que ces règles, elles ne sont plus adéquates, qu'on veut être remboursés différemment, qu'on voudrait que nos médecins puissent travailler en bonne intelligence avec des gens qu'ils vont savoir sélectionner selon leurs compétences, parce qu'ils sont capables de le faire. Et aujourd'hui, on pourrait aussi refaire société dans ce monde médical et paramédical. Voilà. Je voudrais bien avoir votre avis là-dessus. Alors, je vais vous donner le mien. Je partage tout à fait votre point de vue, parce que je pense qu'on vient d'éviter qu'on interdise la psychanalyse dans notre pays. Alors, ce n'est pas forcément bien vu par tout le monde. C'est simplement, moi, je ne suis pas pour les interdictions dans le domaine du soin. On sait très bien que si on regarde sur la planète, on peut arriver parfois à soigner les gens avec 50 000 façons différentes. Mais ça passe souvent par l'humain, justement, et ce n'est pas forcément uniquement une question de méthode. Et c'est intime, la relation de soin avec un patient, quel que soit son âge. Et donc, votre intervention me paraît très importante. Mais je pense que, justement, le grand danger, c'est que nos dirigeants, beaucoup de politiques et les ARS, prennent parfois des décisions absurdes de dire ça, on interdira et du coup, on ne le remboursera plus. Et ça, je trouve que ce n'est pas un très bon système. C'est le début de la fin des haricots et ça va tout foutre en l'air. Et je pense que notre système de soins, j'ai dit tout à l'heure ma grande tristesse de le voir s'abîmer tel qu'il est, parce que j'ai pratiqué la médecine publique avec beaucoup de plaisir et je trouve que c'est un élément très important, mais je suis triste de voir que ça se dégrade et qu'on pourrait faire beaucoup mieux et que ce système est très efficace quand on l'aide, mais là on est en train finalement de le ficher en l'air et de vouloir le privatiser souvent, beaucoup plus qu'il ne faudrait. À mon avis, ça c'est le grand danger. Parce que c'est pas la même chose quand on privatise. On fait des choix, on dit je ne prends en charge que ça, mais pas ça. Alors que moi, dans ma pratique personnelle, je n'ai jamais fait de choix de ce type dans ma pratique. Je soigne tout le monde de façon générale, parce que c'est un choix que j'ai fait. Donc c'est un élément important. Donc la liberté de pouvoir utiliser différents types de techniques me paraît fondamentale à préserver. Et le maillage, absolument. Alors, on a encore 2-3 interventions avant de passer au moment convivial. J'étais étonnée ce soir d'apprendre que la santé mentale des enfants s'est empirée ces 10 dernières années. Vous avez donné quelques réponses, moi aussi je me demandais pourquoi. Parce que je trouve que quand même, on respecte mieux nos enfants aujourd'hui. Ne serait-ce que dans la loi, on n'a plus le droit de taper son enfant depuis pas si longtemps que ça. 2013, je ne veux pas dire de bêtises, mais on respecte mieux les enfants. Et alors, c'est pas parce qu'on a effectivement pas le droit, c'est pas parce que les violences éducatives sont interdites, c'est pas le droit de frapper son enfant, mais aussi de le maltraiter psychologiquement, que c'est effectif. Voilà, c'est pas trop. Là, j'étais à un conseil de classe la semaine dernière et j'ai trouvé les enseignants hyper bienveillants. Oui, vraiment, je suis inquiète pour cet enfant. Enfin, il n'y a aucun qui a... Enfin, je dis pas que c'est général. Peut-être qu'on est dans un collège privilégié, on est à l'Énord d'Aquitaine. Mais j'avais l'impression que dans la société, grâce aussi aux recherches, etc., on connaît mieux les besoins de l'enfant, que plein de choses vont mieux. Mais peut-être que paradoxalement, oui. Mais vous avez raison, c'est paradoxal totalement, puisque ce que je peux vous dire, c'est que moi, je considère que la santé de l'enfant aujourd'hui, elle n'est pas privilégiée telle qu'elle devrait l'être. Il faut soigner tout le monde, les personnes âgées et les gens intermédiaires, mais les enfants ne sont pas considérés comme une population à privilégier. Je vous donne un exemple. Ces 5 dernières années, on s'est adressé à notre président de la République à plusieurs reprises quand on a eu des difficultés dans les hôpitaux pour accueillir les bronchiolites. Vous avez entendu sûrement parler de ça. D'ailleurs, ça recommence les problèmes parce que, je vous le dirai plus tard, c'est extrêmement compliqué.
en tout cas, on a un problème avec cette problématique-là. On est d'ailleurs un certain nombre à demander qu'il y ait un ministère de l'enfance, parce que c'est le seul moyen, peut-être éventuellement, que l'enfant soit enfin peut-être entendu tel qu'il est, sur tous les plans, parce qu'il n'y a pas que la santé, il y a aussi tout ce que vous dites. Et les droits des enfants, on vient encore de raser la tête d'un enfant dans un établissement de l'ASE, c'est passé dans les médias, etc. Tout ça, ça veut dire qu'il y a des tas de choses qui ne sont pas réglées et qu'il y a encore des gens qui dérapent et que donc il faut arriver à résoudre tous ces aspects-là. Et en ce qui concerne les violences sexuelles, on a très bien identifié les problèmes. La Civis a fait un travail formidable, sauf qu'on a limogé son directeur et que maintenant elle tourne en rond sur des aspects. Édouard Durand, qui a beaucoup porté cette cause, juge pour enfants. Mais on en est toujours à avoir des textes de loi sur le signalement qui sont complètement archaïques et inopérants. Et qu'on ne protège toujours pas un enfant qui a été déjà agressé par son père éventuellement, en lui disant qu'il faut qu'il retourne à la maison de son père quand même. Tout ça n'est pas réglé. Hein. Alors c'est un vaste sujet, ce n'était pas notre sujet du jour, mais... non mais c'est intéressant de le rappeler, on est dans un moment de tension et de paradoxe où, par exemple, ce que vous venez de dire sur la justice est complètement vrai. En même temps, on en parle davantage, donc peut-être... cela va-t-il avancer et concernant les enfants de l'aide sociale à l'enfance qui ne sont protégés par aucun membre de leur famille, justement, hein, très peu. Enfin, on voit que la mère de l'enfant qui a été rasé a quand même réagi, mais je crois qu'elle n'a même pas porté plainte. C'est la ville de Paris qui a porté plainte. On voit qu'il y a des enfants qui sont extrêmement vulnérables et que ces enfants vulnérables sont livrés au pire du pire de la société, puisqu'aujourd'hui, la prostitution des mineurs est en augmentation. Absolument. Ça veut dire qu'il y a des gens qui les laissent se prostituer, des enfants qui sont dans des hôtels. Et la santé mentale des enfants placés, il y a des bouquins là-dessus, ça va très très mal. Hein. Donc, qui sont dans des hôtels, et il y a des clients. Donc c'est ça aussi la société d'aujourd'hui. Plus de bienveillance, effectivement, et des choses horribles. Je voyais alors 2 réactions rapidement, sinon on n'aura plus notre temps convivial. Pardon. Bonjour, oui, moi je voulais juste intervenir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure concernant les lycées professionnels et la détresse enseignante qui est énorme aujourd'hui. Je voulais juste peut-être apporter un élément pour aider aussi. Je suis étudiante au sein du laboratoire du CEDS à l'Université de Bordeaux et je voulais juste signaler que même si la recherche en France va très très mal, y compris dans le domaine de l'éducation, de nombreux travaux sont portés aujourd'hui, notamment sur la démission enseignante par Madame Croisier, sur la parentalité par Madame Pinsol. Je place plein de collègues parce qu'ils font un travail époustouflant. Et j'encourage aussi à aller regarder Franck Lepage pour comprendre aussi certains ressorts peut-être de l'école en France aujourd'hui. Voilà, et juste dire que ces travaux-là sont essentiels et aller les consulter, c'est déjà faire un pas vers peut-être un chemin de solution en fait vers demain aussi, parce que toutes les questions de sexisme, de racisme, etc. qui peuvent exister aujourd'hui, elles sont traitées par nos laboratoires, par nos chercheurs, et elles ne sont pas entendues du tout. Personne n'y a accès, personne ne les lit. Et je trouvais ça aussi terrible de voir qu'il y a un manque comme ça énorme. Alors que nous, en France Culture, on invite un peu des chercheurs. Mais merci beaucoup. Toute modestie. Encore 2 interventions, je crois. Merci. On me fait des signes, je ne comprends pas tout, mais j'arrive à peu près à lire les nombres de doigts. Oui, bonsoir. Bon, j'ai 80 ans. Et quand j'étais en 5e, ça veut dire en 1956, j'ai été humiliée par 2 professeurs de mathématiques et de français, parce que j'étais une enfant pauvre et que j'étais née de père inconnu. Voilà. Alors, je veux dire, c'est vrai, ça existe d'une autre façon en ce moment, en ces temps-là. Je veux dire que je suis complètement d'accord, mais complètement d'accord avec ce qui s'est dit tout au long de la soirée, avec ce problème quand même que le professeur est devenu un peu l'homme ou la femme à tout faire. L'infirmière, l'assistante sociale, l'inclusion, l'homme à tout faire. C'est-à-dire que la disponibilité, effectivement, pour l'écoute et pour faire passer des messages et pour recevoir les parents, quelquefois, manque un peu. Mais bon,
Je dirais que je suis dans une expérience, je suis maire adjoint dans la ville de Lormont et j'ai en délégation l'éducation. Mon parcours a été celui-ci. J'ai fait des études d'enseignement général et je suis devenue proviseur de lycée professionnel. Ce qui m'intéressait dans le lycée professionnel, c'était finalement d'instruire, d'éduquer, mais aussi d'inclure. Et c'est là où j'ai trouvé vraiment ma foi, c'est-à-dire rendre les élèves employables. Le mot n'est pas beau, mais dans l'enseignement professionnel, je me disais, si l'élève n'a pas de métier, si l'élève ne trouve pas de métier, à quoi servent les lycées professionnels? Et ça a été ma passion, les stages en entreprise, le baccalauréat professionnel et puis l'employabilité. Maintenant, je suis en mairie, dans une mairie où il y a 56% de la population en quartier politique de la ville. Je donne juste quelques exemples, mais ce sont juste des exemples. C'est un travail de proximité et très serré avec l'éducation nationale. On travaille sur un projet éducatif de territoire. Et c'est-à-dire que tous les éducateurs sportifs, tous les animateurs, toutes les associations de la ville sont impliqués dans un projet éducatif de territoire avec des enjeux visés communs. Voilà. Des médiateurs aussi que nous avons en plus, parce que toute la ville est en REP+. Et je trouve quand même ça peut donner quelques exemples pour régler ces problèmes de santé mentale. On n'a pas plus d'infirmières que vous, mais on a des cabinets de soignants grâce au projet REP+, et parce qu'on est aussi inscrit dans la cité éducative, on a été labellisé en 2019, on peut avoir des cabinets de soignants pour les élèves et pour les parents, effectivement, qui sont en grande difficulté, et un gros travail avec la parentalité. C'est notre fil conducteur dans la ville, à la fois pour les mères isolées et à la fois pour les pères. Et j'ai dans la salle un témoin, donc qui peut aussi dire aussi ce qu'on a fait. C'est le dernier exemple, je vais m'arrêter. Un observatoire académique. Un observatoire académique avec 3 dimensions, avec la complicité de l'académie, et on a demandé parce qu'on était un peu, repérés pour les violences, pour des résultats peut-être pas à la hauteur de l'académie. Nous avons demandé un observatoire, d'abord la montée en compétences, toutes les transitions, le passage du CP, de la maternelle au CP, le passage du CM2 au collège. Au collège. Voilà, en ainsi fait, de suite. Voilà. Alors, ça montre l'importance aussi des politiques des villes. Il y a des associations de villes éducatrices. C'est dommage parce que, bon, voilà, c'est un peu la fin et vous avez tellement de choses à dire. Et je trouve que c'est hyper important de souligner que c'est une question très politique. Donc, voilà, il y a des choix politiques qui sont faits à hauteur de communes qui montrent que ce sont des actions, mais pas seulement sur la santé mentale, en fait, sur l'éducation tout court. On va prendre une dernière intervention, madame, mais on pourra continuer à parler après. D'accord. Merci. Et vraiment, merci beaucoup, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on avait un peu manqué. Ah non, c'est pas une dernière intervention, c'est Jordan. C'est la dernière intervention. Ouais, donc on a beaucoup parlé ce soir de santé mentale, des enseignants vis-à-vis des enfants. Moi, comme une ouverture, je voulais vous poser la question de qu'est-ce qu'on peut faire dans la salle des profs ou dans la salle des maîtres pour identifier les collègues qui potentiellement vont pas bien et comment est-ce qu'on pourrait les orienter. Est-ce qu'on se parle de comment ça, est-ce qu'on se dit vraiment comment ça va? Par rapport à mon expérience, j'ai envie de dire non, très rarement. Très rarement. Après, encore une fois, mon poste est particulier dans le sens où je suis amené à être très peu de temps dans les écoles. Mais le fait d'être quelque part un tout petit peu exposé m'ouvre aussi un peu plus facilement certaines conversations, j'ai l'impression. Et si jamais je devais me comparer à un thermomètre ou un baromètre, que sais-je,
je dirais que ça va pas fort non plus en salle des maîtres. Mais on n'a pas beaucoup le temps finalement d'échanger, à part lorsque on a eu le temps de tisser des amitiés qui mettent beaucoup plus de temps finalement et paradoxalement que dans la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, à l'école, le temps, c'est un temps scolaire. On arrive 45 minutes en avance en début de journée, mais c'est souvent pour faire un peu de paperasse. On va préparer la classe, on va faire des photocopies, on va faire en sorte que tout soit bien organisé pour le reste de la journée. À midi, souvent, on est pris dans nos corrections ou la préparation de l'après-midi. Le soir, parce que c'est ça aussi qu'on oublie dans cette dichotomie école et famille. Beaucoup d'enseignants ont aussi une vie à côté de l'école, que ce soit une vie familiale ou pas d'ailleurs. Donc c'est ça. Donc par exemple, un enseignant qui a des enfants, après l'école, il s'en va parce qu'il va s'occuper de sa propre famille. Donc on n'a pas forcément beaucoup le temps de sociabiliser, à part peut-être 5 minutes en salle des maîtres le midi, 5 minutes sur le long d'une année. À la fin de l'année, on a appris qu'en fait... je sais pas, on était mariés, qu'on avait tant d'enfants, que ça faisait tant de temps qu'on habitait ici. Et sur plusieurs années, on construit comme ça des bouts de vie, des personnes qui sont avec nous. Donc on arrive à tisser des liens. Et ensuite, éventuellement, mais c'est très loin, on arrive à échanger concrètement, parce que ça n'est pas facile non plus de se confier sur son état de santé mentale vis-à-vis du travail que l'on fait. Et c'est là où, pour moi, c'est un cheval de bataille de dire finalement on est dans ce métier comme d'autres métiers du soin par vocation, mais que ça reste un métier et qu'il faut bien mettre la notion de métier en avant, parce que la vocation a bon dos. Évidemment qu'elle est extrêmement importante, mais tous ceux qui rentrent dans ce métier de l'enseignement déjà n'ont pas la vocation, il faut se le dire, voilà. Et ça ne veut pas dire qu'ils font mal leur métier, ça veut juste dire qu'ils ne sont pas là à idéaliser la chose. Et je pense que de l'extérieur, le fait que ce soit un métier dit à vocation, je ne sais d'ailleurs pas d'où ça vient, ce serait intéressant de poser la question à des spécialistes, voilà. Et ça permet peut-être à l'ensemble de la société de nous faire porter un poids qui n'est pas le nôtre. Vous vous occupez de l'être humain et vous vous occupez de nos enfants, c'est super quand même, alors vous pouvez supporter ça et ça. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et il y a un maxi problème de médecine du travail. Dans l'éducation nationale, il n'y en a pas. Il devrait y en avoir une, mais il n'y en a pas. Donc ça fait partie des grandes questions qui, à mon avis, ne sont pas prêtes d'être réglées. Désolé, je n'ai pas bien répondu à la question, désolé. Dans les hôpitaux, c'est pareil ? Absolument. Donc il faut prendre soin de ceux qui s'occupent des autres. Je vous propose de continuer au buffet. Je vous dis ça parce que sinon on n'aura pas le temps de souffler un petit peu et que nous on doit hélas repartir avec Mouhamadou. Je vous remercie de la qualité de votre attention, c'était un super moment, mais on s'arrête pas de parler, juste on se lève, on arrête les micros et on parle entre nous. Ça vous va ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment, c'est trop intéressant.